Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, quand les Américains auront-ils un nouveau président ? 48 heures après l'élection, le résultat n'est toujours pas connu. Dans plusieurs États, le dépouillement n'est pas terminé. Nos envoyés spéciaux sont sur place. Les Français sont-ils insouciants face à l'épidémie de coronavirus? C'est ce que pensent de nombreux médecins et soignants dans les hôpitaux, alors que 85% des lits de réanimation sont déjà occupés. Reportage et témoignages dans quelques minutes. Le doublement des effectifs des forces de l'ordre pour contrôler les frontières. La mesure a été annoncée ce matin par Emmanuel Macron. Comment est-on contrôlé lorsqu'on arrive en France en venant d'Italie? C'est ce qu'a voulu vérifier l'une de nos équipes. Dans ce journal également, nos conseils pour garder le moral dans un contexte morose, du yoga pour débutants, de la gymnastique à faire chez soi et des astuces pour dessiner et jardiner pendant le confinement. Enfin, pour assouvir nos envies d'évasion, nous irons découvrir une île à la beauté renversante, du sable blanc, des eaux turquoises et une pierre blanche unique au monde, exploitée depuis les Romains. Des tensions, des menaces d'action en justice, des bulletins que l'on compte et que l'on recompte. Voilà où nous en sommes 2 jours après l'élection présidentielle américaine. Le résultat du scrutin se joue dans 5 ou 6 États, quelques dizaines de milliers de voix dans un pays de 330 millions d'habitants. Jérôme Garraud et Julie Hacher. Devant le QG démocrate, c'est un supplice qui dure depuis hier. Je regarde en continu Google Actu, les journaux. J'essaye de voir qui annonce des nouvelles en premier. Je vais pas bouger d'ici. Moi non plus. Ces étudiantes scrutent la carte des États-Unis et attendent des nouvelles du Nevada, à 4000 km de là. 6 grands électeurs sont en jeu. Je suis la radio, la télévision, mon téléphone. Je suis très inquiet. C'est beaucoup plus serré que je le prévoyais. Depuis ce matin, la situation semble figée. Les résultats de 6 États sont toujours attendus. Joe Biden fait la course en tête et se rapproche du chiffre magique, 270 grands électeurs. Hier soir, il adopte déjà un ton présidentiel. Je suis certain que nous en sortirons vainqueurs. Ce qui est important pour moi, c'est que nous avons gagné avec la majorité du peuple américain. Et tout indique que cette majorité va se renforcer. Election 2020. Toute la journée, les télés américaines ont compté les points. Et comme dans une série à suspense, les journalistes imaginent tous les scénarios. Un seul État pourrait suffire pour faire basculer cette élection. Si, d'ici ce soir, cet État bascule côté démocrate, Joe Biden est président. Dans certains États, l'élection va se jouer dans un mouchoir de poche, quelques milliers de voix d'écart entre les candidats. De quoi faire monter encore la tension. Donald Trump lance une guérilla judiciaire. Quelques messages sur Twitter pour demander de recompter les voix ou de geler l'élection. Arrêtez le dépouillement. Un mot d'ordre repris par ses partisans. Arrêtez le dépouillement! Arrêtez le dépouillement! Dans ce bureau de Détroit, par exemple, à l'intérieur, l'assesseur tente de rassurer ses équipes. On a été harcelés pendant tout le processus de comptage par des idiots qui pensent que les habitants de Détroit n'ont pas le droit de voter. Mais nous allons terminer notre travail. En Arizona, ces pro-Trump sont venus fusil d'assaut en bandoulière. Tous ces manifestants pensent que les bulletins envoyés par la poste sont truqués. L'Amérique patiente dans la méfiance. Les résultats de certains États ne seront pas connus avant demain. Demain au mieux, dans cette élection présidentielle sous haute tension, tout se joue dans une poignée d'États. On l'a dit, on les appelle les swing states. C'est le cas cette année de la Géorgie. Au fil des heures, Donald Trump, qui était en tête, a vu son avance fondre. Or, avec 16 grands électeurs, la Géorgie va peut-être décider du sort de cette élection. Reportage à Atlanta, Anandi Atalaya, Mathieu Derrien et Charlotte Matou. La Géorgie est un État très fidèle. Voilà 28 ans qu'elle vote pour le candidat républicain. Alors cette année, elle vit un petit séisme. Toutes les grandes villes de l'État, comme Atlanta, ont voté démocrate. Le dépouillement est presque fini et Joe Biden pourrait bien l'emporter. Si la Géorgie, un ancien État du Sud confédéré, bascule à gauche, c'est historique. Ce serait fou. Au fil des ans, Atlanta vote de plus en plus à gauche, car son électorat se diversifie. Beaucoup d'habitants, comme Earl, ne sont pas nés ici en Géorgie. Il a longtemps vécu à New York, une ville très démocrate.
Atlanta est un melting pot. Il y a de plus en plus de démocrates qui déménagent ici. Ils viennent de New York ou de la Californie. Le résultat est très serré là. Atlanta compte aujourd'hui 50% d'électeurs noirs et la mobilisation a été plus forte que d'habitude. Dans cette partie de la ville, Joe Biden fait mieux qu'Hillary Clinton il y a 4 ans, 20% de voix en plus, grâce à des électeurs comme Ken. C'est la première fois de ma vie que je vote. Je voulais absolument un changement. Notre pays a coulé avec Trump. En revanche, dès qu'on quitte Atlanta, il suffit de rouler à peu près 50 km. On arrive tout autour de la ville dans des comtés où là, on vote républicain très fortement. La Géorgie a un passé raciste et aujourd'hui encore, elle est ségrégée. Nous voici à Newnan. Ici, la population est très blanche et sur la place centrale, on peut admirer une statue confédérée. 65% des électeurs de la ville ont voté Trump. Si Biden l'emporte, c'est qu'il aura triché. Tous ces votes par correspondance, il y a plein de fraudes, il faut recompter. Le responsable du parti républicain local est très angoissé, il ne lâche pas son téléphone. Ça se joue à un fil. Quel que soit celui qui l'emporte, c'est dur. Le résultat crucial de la Géorgie devrait être connu dans quelques heures. Bonsoir Axel Meunier. Vous êtes en direct avec nous du quartier général de Joe Biden à Wilmington, dans le Delaware. Le candidat démocrate, il a pris la parole la nuit dernière, presque comme s'il était élu. Et depuis, il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est pour lui la prochaine étape et la prochaine stratégie? Prochaine étape, revendiquer la victoire tout simplement, car les démocrates en sont désormais convaincus. Joe Biden sera le prochain président américain. Sa directrice de campagne l'a d'ailleurs dit en ces termes ce matin. Alors le candidat se trouve toujours chez lui, il est en train de travailler. Pourquoi attendre alors, me direz-vous, Gilles? Parce que Joe Biden veut se présenter comme le légaliste, le candidat qui respecte le verdict des urnes, qui attend que chaque vote soit pris en compte jusqu'au dernier. Manière aussi pour lui de limiter le risque de contestation du camp Trump. Alors l'équipe Biden réclame de la patience, prévoit des résultats pas avant ce soir. Demain, maximum, en tout cas, il sera alors temps d'utiliser enfin cette scène installée depuis 3 jours pour faire la fête et célébrer celui qui deviendrait alors le président le mieux élu de l'histoire américaine. Merci beaucoup Axel. Bonsoir Catherine Gentil de Cancun. Vous êtes en direct devant la Maison-Blanche. Donald Trump, qui a été si présent dans les médias depuis le début de la campagne, n'a donné aucun signe de vie aujourd'hui, si l'on accepte quelques tweets. Que fait-il et où est-il très précisément ? Eh bien écoutez, a priori, il est toujours dans le bureau ovale, à l'intérieur de la Maison-Blanche, juste derrière moi. Mais effectivement, il ne sature plus du tout l'espace médiatique comme il le faisait ces dernières semaines, où on le voyait tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour à la télévision. Et en fait, on pense qu'il est quasiment en réunion non-stop avec ses conseils, car on a l'impression qu'il veut obtenir par ses avocats ce qu'il n'obtiendra pas, le cas échéant, par ses électeurs, c'est-à-dire le droit de rester 4 ans de plus à la tête de la première puissance du monde. Alors on sait qu'il a lancé des procédures judiciaires à peu près tous azimuts. Il demande que l'on recompte les bulletins de vote à certains endroits ou qu'au contraire, on arrête de les compter à d'autres. C'est très compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'on a appris il y a quelques minutes qu'il avait été débouté dans le Michigan. Et puis on a l'impression que quand même, il est effectivement atteint moralement puisqu'il ne tweete presque plus, comme vous l'avez dit. Et un de ses rares messages était pour dire qu'il confirmait qu'il lançait des procédures juridiques. Mais il s'interrogeait sur le fait de savoir s'il n'était pas déjà trop tard, si le mal, selon lui, n'était pas déjà fait. Merci beaucoup Catherine. Autre état décisif dans cette élection, la Pennsylvanie. En 2016, Donald Trump l'avait emporté, ce qui avait contribué à sa victoire finale. Cette année, le résultat ne sera sans doute pas connu avant 24 ou 48 heures. Que pensent de Donald Trump ceux qui, cette fois encore, ont voté pour lui? Frédéric Agnès, Florian Legoïc et Philippe Véron sont allés leur poser la question. Au cœur de Philadelphie, la foire d'empoigne entre supporters républicains et démocrates, juste devant le bâtiment où les bulletins de vote continuent d'être dépouillés. Je suis en colère parce qu'il y a un manque de transparence. Cette élection n'est pas juste pour Trump. Pour comprendre ce que dénoncent les pro-Trump, nous quittons Philadelphie la démocrate pour la campagne républicaine. Les médias n'ont pas bonne presse ici, mais Donna accepte d'entrouvrir sa porte. La plupart des supporters de Trump pensent que Biden va gagner parce que les démocrates trichent. Et vous pensez ça, vous? Oh oui. Comment ils trichent selon vous? Avec leur vote par correspondance.
Nous, on vote en personne. Ils sont nombreux ici à afficher la couleur. Et Marianne ne mâche pas ses mots. Pour moi, il va falloir lancer une enquête. S'assurer de la validité des bulletins. S'assurer que les morts n'ont pas voté ou des gens qui ne sont pas américains. Vérifier que les gens n'aient pas voté 2 fois. Dans ce comté rural, certains républicains s'inquiètent. Si le démocrate Joe Biden devait être élu, ils craignent de perdre leur droit de détenir une arme. Et puis, les thèses complotistes prospèrent. Il y a des milliardaires étrangers qui fricotent avec certains démocrates et leur but est de faire des États-Unis un pays socialiste, communiste. Les gens n'accepteront jamais ça. Il va y avoir une guerre civile et moi, je serai là. Des propos qui font froid dans le dos, car le pays est bel et bien fracturé. Avec les demandes de nouveaux décomptes des votes, d'enquête de la justice, il pourrait se passer des semaines avant un résultat définitif. Et beaucoup redoutent que cette attente attise les divisions. Et on le sait depuis des mois, Donald Trump a développé une stratégie très élaborée pour contester le résultat des urnes. Il s'est entouré d'avocats très compétents et très pugnaces qui ont déjà déposé 260 recours devant les tribunaux. Ce qui se passe en ce moment même dans le Wisconsin en est le meilleur exemple. Après la victoire sur le fil de Joe Biden dans cet État, l'équipe de campagne de Donald Trump a exigé un recomptage des voix. Reportage sur place, Esther Lefebvre, Hélène Massiot et Maude Gatineau. Madison, paisible capitale du Wisconsin, s'apprête à vivre un bras de fer juridique. Dans cet État, 20 000 voix d'avance seulement pour Joe Biden. Résultat, son adversaire exige un recomptage des voix, dénonçant des irrégularités dans le scrutin. De quoi mettre hors d'elle celle qui le supervise. C'est insultant pour nos responsables locaux de dire que cette élection est autre chose qu'une incroyable réussite et le résultat d'années de préparation en suivant méticuleusement, scrupuleusement la loi. Dans cet État traditionnellement démocrate, Trump avait arraché la victoire il y a 4 ans lors d'une bataille tout aussi serrée. Avec moins d'1% d'écart en sa défaveur, il a le droit de demander un nouveau comptage. Les bulletins ont été sécurisés le soir de l'élection, sous clé et dans des sacs scellés au cas où quelqu'un essaie de les ouvrir. Ils sont en sécurité jusqu'à un éventuel recomptage. Et ce n'est pas le seul État où il conteste les résultats. En Géorgie, en Pennsylvanie ou encore dans le Michigan. Mais ici, les habitants du Wisconsin se disent plutôt sereins. Ok, il y a un recomptage, mais ils ne vont rien trouver. L'élection a été très honnête. Avec 20 000 voix d'écart, je m'attendais à ce qu'un candidat demande un recomptage. C'est une marge tellement faible. Je pense que Trump est juste dément. Rien de ce qu'il fait n'a de sens. Toutes ces procédures prendront du temps. Formellement, Trump ne pourra pas faire de recours avant que le Wisconsin ne certifie officiellement ses résultats, c'est-à-dire pas avant 10 jours au moins. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi bien sûr la situation sanitaire en France. Les derniers chiffres de l'épidémie ont été publiés ce soir. Plus de 4000 patients sont aujourd'hui en réanimation. 85% des lits de réanimation sont occupés. Nous avons voulu savoir comment cette extrême tension se traduisait concrètement dans un hôpital. Caroline Bell et Séverine Fortin ont pu en exclusivité passer la journée dans le service de réanimation de l'hôpital Avicenne à Bobigny en Seine-Saint-Denis. Regardez leur reportage. Comme chaque jour dans ce service de réanimation, c'est l'effervescence. Les soignants ont tous annulé leurs congés. Seule solution pour augmenter les capacités d'accueil. Aujourd'hui, 37 lits au lieu de 16 habituellement. Et ils sont tous occupés. La question est, est-ce que tu peux être en capacité de prendre dans la journée? En permanence, il faut chercher de la place ailleurs, dans l'hôpital, dès que les patients vont un peu mieux pour libérer des lits. Ici, un patient sur 4 a moins de 55 ans. On a eu une patiente de 17 ans récemment avec une atteinte cardiaque gravissime. Et nous avons donc un patient, par exemple ce patient-là, il a 35 ans, sans aucune pathologie chronique, sans aucune maladie chronique, et qui a fait le Covid gravissime puisqu'il est intubé ventilé et souffre le ventre. Contrairement au printemps dernier, l'équipe ne manque pas de matériel ni de médicaments, mais de soignants. Il faudrait 4 médecins supplémentaires pour augmenter encore les capacités d'accueil. Les soins en réanimation nécessitent des bras. Ils sont 5 ici pour manipuler ce patient. D'où le besoin de renforts infirmiers qu'il faut aussi former. On est fatigué psychologiquement, notre charge de travail est plus élevée, on nous demande
de former du personnel en plus pour venir nous aider. Donc c'est compliqué de gérer et la prise en charge des patients et de gérer aussi toute cette formation, toute cette surveillance autour. C'est le cas de Mélina, 21 ans, tout juste diplômée. Elle est arrivée ce matin dans le service pour prêter main forte pendant 2 mois. J'avais envie d'aider, j'appréhende quand même, mais je voulais quand même le faire. Elle le sait, son travail en réanimation sera éprouvant, avec chaque jour des décès, mais aussi des petites victoires. C'est bien, monsieur. Bravo. Ce patient parvient enfin à faire quelques pas après des jours d'immobilisation. Même si les malades restent un peu moins longtemps hospitalisés, les médecins sont inquiets. Si ça s'aggrave, on sera obligé de faire du triage, c'est-à-dire qu'on sera obligé de choisir les patients qu'on mettra en soins critiques et les patients qu'on laissera en salle. Et pour nous, c'est une décision qui ne doit pas exister. Le service a déjà pris en charge 90 patients, beaucoup plus en un mois que lors de la première vague. Bonsoir Aurélien Rousseau. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. C'est l'une des régions les plus touchées par cette deuxième vague de l'épidémie. Est-ce que vous nous dites ce soir que ce confinement n'est pas suffisant et qu'il doit être renforcé ? Ce que je dis ce soir, c'est que la pression sur les hôpitaux, elle est extrêmement forte et que peut-être on a besoin que nos concitoyens réalisent mieux ce qui se passe, réalisent plus. On a parfois, et les soignants l'expriment dans votre reportage, une espèce de sentiment de déni ou de relativisme sur tous les sujets. Or, tous les jours, il y a des gens qui décèdent. Il y a plus de 360 personnes qui sont décédées en France hier, 75 en Île-de-France. Et 1 personne sur 4 en réanimation n'y survivra pas. C'est quelque chose de très lourd. Beaucoup de régions ont déjà connu des chiffres plus élevés que la première vague. Pas encore en Île-de-France, parce qu'on a connu une première vague inouïe. Mais tous les jours, on a de nouveaux patients en réa et pas qu'en réa. Mais pas tout à fait répondu à la question. Est-ce que ce confinement doit rester tel qu'il est ou est-ce qu'il faut le durcir, le rendre plus strict ? Le sujet, c'est que nos concitoyens, dans leur vie quotidienne, intègrent les réflexes qui font baisser le nombre d'interactions sociales. Et s'il faut, parce qu'on constatera en début de semaine prochaine, est-ce que le confinement a produit des résultats ? S'il faut aller plus loin, eh bien, il faudra le faire. Mais aujourd'hui, ça passe d'abord par la prise de conscience individuelle. Si ça ne tenait qu'à vous, ce confinement, il durerait combien de temps ? 4 semaines comme c'est prévu ? 6 semaines ? Jusqu'à Noël, certains épidémiologistes disent jusqu'à la mi-janvier. Si ça ne faisait pas de dégâts en matière sociale, d'emploi, que feriez-vous ? Aujourd'hui, c'est un tout. On ne peut pas séparer le sanitaire et la vie sociale. Et puis par ailleurs, j'avoue que je suis toujours prudent. Il y a beaucoup de gens qui ont dit avec aplomb ce qui allait se passer dans 4 semaines, dans 8 semaines. Je pense qu'on doit à nos concitoyens de dire ce qu'on sait. Aujourd'hui, on sait qu'il faut qu'il y ait des résultats rapides pour casser cette dynamique épidémique et faire baisser la pression sur les réas. C'est ça notre bataille quotidienne, c'est ça la bataille des soignants. Derrière les chiffres, il y a des gens, derrière les chiffres, il y a des soignants. On a parfois le sentiment que c'est une épidémie un peu aseptisée. On était avec le Premier ministre et le ministre Olivier Véran lundi soir à Corbeil-Essonnes. Ils avaient 28 et 35 ans, 2 jeunes en réa sans comorbidité. C'est à ça qu'on veut réagir et c'est ça qu'il faut que chacun comprenne, que c'est par nos gestes quotidiens qu'on peut limiter ce cercle vicieux qui amène ensuite dans les services hospitaliers. Ce message, selon vous, il ne passe pas. On s'est habitué, c'est devenu banal. C'est ça que vous reprochez, que vous nous reprochez collectivement. Sans doute qu'on a un peu moins peur de l'épidémie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le virus, lui, il n'a pas changé. Les soignants, eux, ils ont bougé. On traite mieux, on anticipe, on travaille mieux avec la médecine de ville, on prend mieux en charge à l'hôpital, on a fait baisser la mortalité en réa. Mais si nous ne changeons pas, à la fin, c'est l'hôpital qui sera la variable d'ajustement. Et l'hôpital, il doit tenir, il faut qu'on l'aide à tenir. Merci beaucoup, Aurélien Rousseau, d'avoir répondu à nos questions. Le reportage qui suit et que vous allez voir va forcément vous intéresser. Nous allons dans un département qui a réussi mieux qu'ailleurs à faire barrage au virus et qui pourtant n'est pas confiné. Il s'agit de la Guadeloupe. La situation y était alarmante il y a quelques semaines. Comment et pourquoi s'est-elle améliorée ? Regardez ce reportage tourné sur place par Lucas Ajdela et Sharif Souari. Vue de métropole, cette scène peut faire des envies. Un dîner entre amis au restaurant. En Guadeloupe, c'est à nouveau possible depuis 1 mois. Pourtant, les terrasses restent très clairsemées. Les personnes préfèrent rester chez eux, mais bon, nous, on a décidé de sortir, mais tout en se lavant les mains, respecter les gestes barrières. L'impression de revenir de loin, de très loin même. Ici, la deuxième vague a frappé beaucoup plus fort que la première. 600 personnes hospitalisées en un peu plus de 2 mois, contre 80 au printemps.
La Guadeloupe s'est fait peur. Ici, les commerces sont ouverts et les sorties sont libres, mais les rues de Pointe-à-Pitre sont beaucoup plus calmes que d'habitude. Les Guadeloupéens sont très prudents et preuve de cette prudence, le masque, qui n'est pas obligatoire partout, est porté par la quasi-totalité de la population. Faute de clients, le marché central n'ouvre plus que 6 fois par mois, loin du 7 jours sur 7 habituel. Nicaise a dû apprendre à relativiser. La vie, elle est belle. Il ne faut pas la gâcher. Surtout, il faut faire attention, prendre des précautions. Pour la directrice de l'Agence régionale de santé, aucun doute, c'est cette prise de conscience de la population qui a permis de faire redescendre les contaminations. Les personnes se connaissent beaucoup les uns les autres. Ils ont malheureusement vu que dans les familles, dans les différentes familles, il y a eu des cas. Et donc, ils ont conscience que ça peut toucher tout le monde. Pour sensibiliser aux gestes barrières, les actions se sont multipliées. À la cellule riposte, des médecins ou des infirmières répondent à toutes les interrogations et assurent le suivi des personnes positives. Et lui n'a pas fait de test non plus alors? Non, pas encore, non, pas encore. Ce serait bien qu'il aille faire le test, votre époux? Autre opération, 100 000 de ces bracelets ont été distribués aux jeunes en priorité. Quand vous portez le bracelet, c'est que vous vous engagez à respecter les gestes barrières. Prévention, mais aussi répression. Les rassemblements sont limités à 6 et les plages interdites à partir de 19h. Pour ces 6 personnes, ce sera une amende de 135 € chacun. La répression participe également de la prévention et donc de la responsabilité collective, de la survie collective et de la survie de nos entreprises. Pour rester ouverts, les restaurants doivent obligatoirement servir à manger. Hier soir, les policiers ont verbalisé 2 établissements en infraction. Il faut fermer maintenant, tout de suite, immédiatement. La 2e vague est passée, mais une 3e est déjà redoutée. Les contaminations sont très légèrement reparties à la hausse cette semaine. Un mot de l'actualité judiciaire. Sid Ahmed Glam a été condamné aujourd'hui à la réclusion criminelle à perpétuité par la Cour d'assises spéciale de Paris. Cet étudiant algérien a été reconnu coupable du meurtre en avril 2015 d'Aurélie Châtelain, une mère de famille de 32 ans. Il a également été reconnu coupable d'avoir projeté de commettre un attentat contre une église à Villejuif, dans le Val-de-Marne. Par ailleurs, depuis l'assassinat de Samuel Paty par un terroriste islamiste le 16 octobre, près de 190 enquêtes ont été ouvertes en France pour menaces et apologie du terrorisme. Dans la plupart des cas, il s'agit de propos haineux, tenus ou relayés sur les réseaux sociaux. Et il arrive que les auteurs de ces menaces soient des mineurs ou de très jeunes adultes. Georges Brenier, Annie Bazard et Isabelle Robin. C'est un banal lycée parisien, devenu lundi le théâtre d'une arrestation en plein jour. Sous les yeux de ses camarades, une adolescente de 15 ans a été placée en garde à vue. Le principal de l'établissement l'avait entendu un peu plus tôt dans la cour, évoquant publiquement l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, dans des mots violents et assumés. Il a mérité ce qui lui est arrivé, ça ne se fait pas de se moquer. La religion prime sur les lois. L'affaire illustre la lutte acharnée que veulent mener les autorités contre cette banalisation de l'apologie du terrorisme. De plus en plus, les suspects ont moins de 20 ans et prétendent défendre une vision de l'islam dont ils ne connaissent souvent rien. Il y a quelques jours, une étudiante en biologie de 19 ans a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis. Sur les réseaux sociaux, elle estimait que le meurtre de Samuel Paty était juste. Effacer son message ne l'avait pas empêché d'être dénoncée. C'est une leçon qu'elle saura retenir. Avant tout, c'est une jeune femme qui regrette profondément ce qu'elle a fait et puis qui a bien conscience aujourd'hui qu'effectivement, on ne peut pas se laisser embarquer sur les réseaux sociaux pour dire tout et n'importe quoi. Tous les jours, policiers et gendarmes de la plateforme Pharos scrutent ces messages pour traduire en justice ces internautes, souvent persuadés d'être à l'abri derrière leur ordinateur. Tous les jours, il y a des interpellations ou des enquêtes qui débouchent à la suite de contenus illicites. Depuis le début de cette année, on a déjà retiré des réseaux sociaux et du web 3000 contenus en lien avec l'islamisme ou le terrorisme. Rien que depuis la mort de l'enseignant, près de 200 enquêtes ont été ouvertes. Car les forces de l'ordre le savent bien, les réseaux sociaux sont devenus une boîte de Pandore, gangrénée par la haine. En réponse à la menace terroriste, Emmanuel Macron, qui était en visite au col du Pertus, à la frontière franco-espagnole ce matin, a annoncé le doublement des effectifs des policiers et gendarmes qui contrôlent les frontières. Ils vont passer de 2400 à 4800. Il s'est dit aussi favorable à une refonte de l'espace Schengen. Nous nous sommes quant à nous demandé comment nos frontières étaient contrôlées, notamment entre la France et l'Italie.
On se souvient que c'est par l'Italie qu'était arrivé illégalement le 27 octobre le terroriste qui a assassiné 3 personnes à Nice jeudi dernier. C'est l'enquête de ce 20h tournée entre Rome, Nice, en passant par Vintimille, par Nastasia Haftman et Lorenza Pensa. Vintimille, une voie presque sans issue pour les migrants. Chaque jour, une centaine cherchent à traverser la frontière française depuis l'Italie. Beaucoup errent devant la gare. Ils attendent d'éventuels passeurs en voiture, 150 € le passage. D'autres tentent de marcher le long des voies. 10 km nous séparent de la France. Certains essayent même de grimper dans des trains comme ici. La direction Nice. Leur technique, s'enfermer dans les toilettes. Nous assistons à la scène. Un agent ferroviaire nous explique anonymement la technique des migrants. Après, dans tous les cas, vous voyez, toutes les portes sont abîmées. On a la police à Gare-Avant qui casse les portes pour faire sortir les portes. Ah, c'est pour ça qu'elles sont cassées? En fait, à force d'années et d'années d'intervention de la police à Menton-Gare-Avant pour faire sortir les gens qui s'enferment dans les toilettes. Une porte coincée. Et ils préviennent la police aux frontières. Les clandestins sont sortis par les forces de l'ordre à Menton, quelques minutes avant notre arrivée à Nice. À peine attrapés, le policier leur explique la procédure. Ça va aller vite, les gars, c'est un tampon, vous allez en Italie, vont revenir. Si t'es mineur, t'es mineur. Mais toi, tu sais où tu vas aller, toi, tu vas envoyer en France. Donc toi, c'est bon. La police sait que les autres retenteront leur chance le lendemain. À 600 km de là, Rome, la capitale italienne. Andrea travaille pour une association autorisée qui vient en aide aux migrants. Surtout, tu ne le perds pas, hein. Il leur offre un billet de train, jamais d'argent, pour ne pas être hors la loi. Et ce ticket va jusqu'à Gênes, à une centaine de kilomètres de la frontière italienne. Pour un bout de chemin, ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils sont tranquilles avec un billet de train. Comme n'importe quel citoyen, en fait. Les autorités surveillent de près l'activité d'Andrea. Mais c'est pas dangereux, tu ne les connais pas, ces personnes. Nous, on ne sait pas s'ils sont dangereux. C'est le travail des autorités. Ils doivent le savoir lorsqu'ils les enregistrent, pas nous. Ce jour-là, nous suivons un groupe, 16 personnes. Ils se disent érythréens et sud-soudanais. Des nationalités éligibles au droit d'asile en France. Sans papier, ça fait 2 mois que Santo, 18 ans, et Chan, 22 ans, sont arrivés en Italie. Ils nous racontent leur histoire. J'ai un rêve. Je veux aller en France, pouvoir étudier, travailler, aider mes parents, construire mon futur aussi. Un futur encore au conditionnel. Depuis le début de l'année, 14 000 migrants ont été repoussés de la frontière française. Parlons à présent du confinement. Parmi les interdictions très nombreuses, celles liées aux auto-écoles. Vous savez qu'elles n'ont plus le droit de donner des leçons avec dans la même voiture un élève et un moniteur. En revanche, puisque rien n'est simple, l'examen du permis de conduire est toujours possible. Difficile de s'y retrouver, comme le montre ce reportage avec double commande de Guillaume Torel et Antoine Santos. Les voitures sont à l'arrêt. Les leçons de conduite ou de code sont interdites. Les auto-écoles ne sont autorisées qu'à faire passer les examens du permis de conduire. Une décision difficile à comprendre pour les professionnels. L'incompréhension, elle est du fait que les examens puissent être maintenus avec un protocole sanitaire qui est identique au nôtre et que les leçons ne puissent pas l'être. On n'envisagerait pas de passer un examen sans réviser pendant 3 semaines. Là, on va être exactement dans le même cas de figure. Dans cette auto-école, les 11 salariés sont au chômage partiel. Pour les jeunes qui passent l'examen, le permis de conduire est souvent synonyme de mobilité et d'emploi. Se présenter sans se sentir totalement prêt ne les rassure pas. C'est pas facile, surtout qu'on n'a plus le droit de faire d'heures de conduite. On est moins bien préparé. Donc là, 1 semaine que j'avais pas conduit. Donc voilà, c'est moins facile de s'y remettre. Si on fait pas d'heures pendant 3 semaines et on va passer le permis de conduire, ça sert à rien. Les examens restent ouverts, mais qu'on peut pas passer d'heures de conduite ou on peut pas faire de code à l'auto-école. Donc c'est un stress en plus, on va dire. Tous les ans, plus d'1,5 million de Français passent le permis de conduire. Cette année, cela pourrait être bien moins, car certaines auto-écoles ont décidé de ne présenter aucun candidat pendant cette période. Donc vous voyez cela, c'est tous nos élèves. Au jour d'aujourd'hui, ils sont tous bloqués. Leur activité n'étant pas totalement interdite, les auto-écoles ne toucheront aucune aide de l'État. Économiquement, cela risque de devenir très compliqué à gérer. Tous nos salariés aujourd'hui sont chez eux, parce qu'on ne peut rien faire. Mais on n'est pas fermé.
C'est ubuesque, mais c'est ainsi. Beaucoup avaient déjà un genou à terre lors du premier confinement. Comment ça va se passer pour les auto-écoles? Et surtout, est-ce qu'elles vont vivre? Est-ce qu'elles vont survivre? De nombreuses entreprises pourraient être fragilisées et les réservations d'examens pourraient très vite être saturées lors du prochain déconfinement. Nous vous parlions avant-hier dans ce journal des chauffeurs routiers qui, pour la plupart, n'avaient plus accès aux douches, aux toilettes et aux restaurants d'autoroute. Après négociation avec les sociétés d'autoroute, ils ont eu en grande partie gain de cause. 250 des 600 relais et restaurants fermés depuis le début du confinement vont rouvrir à partir de samedi. Ce deuxième confinement, comme le premier, a également changé le visage de nos villes. Les immeubles de bureaux se sont vidés, les brasseries ont perdu leurs clients. C'est en fait tout un mode de vie qui s'est en quelque sorte évaporé. C'est le cas par exemple à la Part-Dieu à Lyon, deuxième quartier d'affaires de France, 1 600 000 mètres carrés de bureaux, aujourd'hui presque tous vides, comme l'ont constaté Céline Blancpain et Marjorie Nadal. Des gratte-ciel de plus de 200 mètres de hauteur et plus d'1 million de mètres carrés de bureaux. Le deuxième plus grand centre d'affaires de France, soudain déserté par ses cols blancs. On avait des étages à 100 mètres carrés où il n'y a personne. Normalement, il y a 100 personnes dans l'étage. Je crois qu'il doit y avoir 200 personnes sur les presque 3000 qu'il y a d'habitude, quoi. Donc peu de monde. En temps normal, plus de 60 000 personnes travaillent dans ce quartier de Lyon. Aujourd'hui, 80% sont en télétravail. Je crois que c'est la 27 035, si je dis pas n'importe quoi, pour la réponse à incident. C'est le cas dans cette entreprise de sécurité informatique. Moi, j'ai commencé à refaire toutes mes VM. Tous les ingénieurs travaillent chez eux depuis l'annonce du nouveau confinement. Ça va me permettre de me concentrer sur d'autres. Plusieurs fois par semaine, on réunit l'équipe virtuellement et chacun va indiquer ce qu'il a fini, s'il éprouve des difficultés. Ce qui me manque, c'est vraiment surtout le contact humain. Même sentiment de solitude dans ce cabinet d'avocats qui emploie 70 personnes. Aujourd'hui, je n'ai pas fait le compte exact, mais on doit être à peu près une quinzaine. C'est à peu près ça tous les jours. Dans la rue, il n'y a pas grand monde. Et c'est tristouné. Donc on espère que ça va vite se résorber. Voilà. Entre les immeubles de bureaux, les 267 boutiques du centre commercial ont baissé le rideau. Nous sommes ici sur le parvis de la gare de Lyon-Part-Dieu. Alors en temps normal, 120 000 personnes transitent chaque jour par ces lieux. Aujourd'hui, vous le voyez, c'est beaucoup plus calme et la SNCF a même décidé de diviser par 4 le nombre des TGV entre Lyon et Paris. Principale victime de ce confinement, les commerçants. Dans ce restaurant italien qui pratique la vente à emporter, 50% de la clientèle s'est volatilisée. Il y a beaucoup de sociétés qui sont en télétravail, du coup forcément on ne les voit pas. Surtout nous on a une clientèle très régulière et là ils ne sont pas là. Plus de salons d'entreprise, plus aucun séminaire. Bon, malheureusement on a eu une annulation, comme beaucoup en ce moment. Une catastrophe pour les nombreux hôtels du quartier. Ce gérant redoute de devoir fermer complètement d'ici quelques jours. On a des charges fixes qui sont importantes. Il n'y a aucun intérêt, si ce n'est de perdre de l'argent, d'ouvrir pour un client ou deux clients. D'autres hôtels ont aussi annoncé leur fermeture temporaire. Les commerçants de la Part-Dieu redoutent que cette nouvelle pratique du télétravail s'installe dans la durée. Toujours à propos d'emploi, nous avons lancé dans nos journaux de 13h et de 20h depuis lundi la semaine pour l'emploi en partenariat avec Pôle emploi afin de mettre en avant les secteurs qui recrutent même pendant cette crise sanitaire. Ce soir, intéressons-nous aux métiers de l'industrie, notamment dans le textile et l'automobile. Reportage dans les Vosges et en Moselle de Cécile Petit et Vincent Rucli. Dans les vallées vosgiennes, chez ce fabricant de chaussettes, 60 salariés s'activent au rythme des machines. Maintenance, programmation, contrôle, des métiers qui évoluent et un effectif vieillissant. Aujourd'hui, on a des départs assez importants qui nous amènent à devoir renouveler de façon assez régulière, c'est depuis 1 an et jusqu'à les 2-3 ans qui viennent, de façon assez importante, l'effectif. Après des années de crise, le secteur du textile se porte mieux. Nouveaux postes et départs en retraite. Pour assurer la relève, l'usine multiplie les stratégies. Elle accompagne elle-même ses employés, faute de formation externe. Du coup, ta sécurité, là, elle est bien derrière. Donc... Théo Brion découvre tout juste le métier. J'ai trouvé ça vraiment étonnant de voir qu'une chaussette s'est fabriquée comme ça et qu'il y ait autant de machines, autant de trucs à savoir pour justement une paire de chaussettes. Un secteur encore méconnu. Pourtant,
Le textile emploie plus de 62 000 salariés en France, 1000 de plus qu'il y a 2 ans. Nous produisons des colonnes de direction pour le groupe Ford, Jaguar, Land Rover. À 100 km de là, en Moselle, ThyssenKrupp sous-traite dans l'automobile depuis plus de 40 ans. Un groupe industriel à la pointe de la technologie. Plus de caristes à bord des chariots, cette machine est autonome. Une évolution permanente qui mobilise de nouvelles compétences. C'est de plus en plus intéressant, je trouve. On ne se cantonne plus juste à la production pure et dure. On va vraiment chercher les compétences, faire évoluer le personnel. 128 CDI signés ici en 4 ans. Des talents recrutés principalement dans les centres de formation. On a un problème avec la mise en position. Comme Felipe, 18 ans en 2e année de BTS en alternance. Ici, il répare des machines qu'il retrouve à l'école à quelques kilomètres, en version miniature. Reste bien stable, voilà. Sur des lignes telles que l'usine du futur, on essaie vraiment de les préparer aux technologies qu'ils vont rencontrer la semaine d'après. Ce qu'on apprend là, ça nous met bien en confiance et on n'est pas du tout perdu lorsqu'on retourne en entreprise. En France, le secteur de l'industrie a créé 16 500 emplois l'an dernier. Une tendance qui devrait se confirmer malgré la crise sanitaire. À propos d'emploi et de confinement, cette bonne nouvelle enfin pour les 3000 libraires indépendants. Elle ne résout pas tout, mais le gouvernement a annoncé qu'il allait rembourser intégralement les frais d'envoi de livres commandés auprès de ces libraires pendant toute la durée du confinement. Elles pourront donc poursuivre partiellement leur activité grâce à la vente en ligne. Cela fait une semaine que 200 000 commerces, dont les libraires, ont fermé leurs portes parce qu'ils sont jugés non essentiels. Mais nous sommes en France, pays inventeur du système D, et de nombreux propriétaires ou gérants de magasins ont fait preuve d'ingéniosité pour continuer à travailler. Vente sur Internet, commande par téléphone, livraison à domicile. C'est la grande débrouille filmée à Marseille par Pauline Lefrançois, Philippe Fontalba et Sylvain Fargeau. Séance photo dans ce magasin de prêt-à-porter. Les accessoires, Juliette, je les mets maintenant ou plus tard? Obligée de fermer sa boutique pendant le confinement, cette gérante a dû rapidement trouver une solution pour vendre ses vêtements en ligne. Elle a décidé de se payer les services de cette agence de communication. Plusieurs centaines d'euros d'investissement qui vont lui permettre de publier ses clichés sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de stock, évidemment, puisque j'avais prévu tous mes achats pour Noël. Donc, alors c'est sûr, ça me demande un investissement supplémentaire, mais j'ai pas le choix et il faut vraiment que je bouge pour essayer de vendre au maximum. Elle non plus n'a pas eu le choix. Dans un autre quartier commerçant, Magali ne peut plus recevoir ses clientes dans son institut de beauté. Elle possédait déjà un site internet, mais elle s'en servait peu. Depuis quelques jours, c'est devenu sa seule chance de vendre ses produits. Elle a dû se former avec un développeur. Donc on a juste à cliquer ici. Via son site, elle propose des cosmétiques, mais aussi des produits capillaires du salon de coiffure voisin fermé lui aussi. Ça me permet effectivement de générer du chiffre, d'être occupée. Et en fait, plus on mutualise nos services de livraison, de sites, plus on est fort en fait. Magali peut faire livrer ses colis à moindre coût grâce à un collectif de 50 livreurs à vélo. Ils se sont organisés avec les commerçants pour préserver l'économie locale et baisser leurs prix. Une course, ça coûte entre 8 et 10 euros. Le fait d'acheter des courses de manière mutualisée, la livraison, elle passe de 8 euros à 4,50 euros. Donc là, c'est un vrai service. À côté de Marseille, Aurélie de l'Estrade a dû également réagir vite. Cette fabricante d'objets de décoration, à son compte depuis 4 mois, avait prévu de vendre au marché de Noël de sa commune à Allot, annulé depuis. Elle a eu l'idée de créer son propre marché de Noël virtuel sur ce réseau social. Ça nous permet d'avoir une vitrine de vente et c'est essentiel pour nous. J'ai préparé beaucoup d'articles en avance justement pour ce marché de Noël. Je me suis préparé des boules, des marque-pages, un tas de choses que j'ai besoin de vendre. Plus de 900 membres, artisans et clients l'ont rejoint sur cette page Facebook. Depuis ce week-end, Aurélie reçoit des commandes chaque jour. Preuve que les consommateurs se sont aussi vite adaptés à ces nouveaux modes de commerce confinés. Et puis tout de suite, cette information dont nous venons de prendre connaissance, les épreuves d'évaluation du prochain bac, le baccalauréat 2021, sont sous leur forme actuelle annulées au profit du contrôle continu. Par ailleurs, dans une lettre annoncée au chef d'établissement, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, annonce que les protocoles sanitaires dans les lycées
va être renforcée avec davantage de cours à distance dans la limite de 50% de cours avec des élèves physiquement présents dans les salles de classe. Ce reconfinement et ses modalités fragilisent également notre économie. Ils changent notre vie quotidienne, nos relations sociales. Les restrictions sanitaires limitent nos déplacements. Notre morale en souffre parfois. Laura Ada, Séverine Fortin et Gilles Parot vous suggèrent quelques conseils pour retrouver enfin le sourire. Se dépenser, se défouler, libérer l'énergie et le stress dû à l'enfermement. Estelle a la solution. La pratique de la boxe dans la cour de son immeuble. Elle a tiré les leçons du premier confinement. Cette fois-ci, pas question de se laisser aller. On a tendance à moins bouger, faire moins d'exercice physique, forcément manger plus grossière. Donc ça me permet de me défouler, de garder la ligne. Et surtout pour la tête, ça fait vraiment du bien. Enfin, on voit moins les gens, mais quand on va ressortir, on aura un corps d'athlète, donc c'est parfait. Le sport serait donc un remède efficace contre la déprime. Le sport est le meilleur antidépresseur naturel puisqu'il fait baisser les hormones de stress. Donc l'activité sportive, oui, c'est très important. C'est pas dans un souci de performance, c'est dans un souci d'équilibre en fait, de se maintenir en bonne forme envers et contre tout parce qu'on pense mieux dans un corps qui va bien. Là, il supporte très bien des gelées, même des bonnes gelées. Stimuler son corps et son cerveau pour retrouver des sensations, une satisfaction. Jardinage, bricolage, guitare, couture, les cours ne manquent pas sur Internet. Ce sont les fameux tutoriels. Nous allons découvrir avec vous les techniques essentielles à connaître pour bien commencer la broderie. Le confinement, c'est encore l'occasion de retrouver son intérieur. Là aussi, beaucoup de conseils sur les réseaux sociaux pour aménager son espace, de télétravail notamment. Faire son nid, améliorer son foyer, bien sûr, c'est quelque chose de très positif puisque on est dans une crise planétaire. Donc si les gens ont un tel sentiment d'incertitude, ils ont besoin de faire fond sur eux-mêmes. Le temps de l'introspection donc, mais sans se couper de ses proches. C'est le retour des apéritifs entre amis ou en famille, à distance. Garder un lien social est indispensable à l'équilibre psychologique. Ah, c'est l'heure de rire. Et surtout rire. Il est recommandé de le faire 10 à 15 minutes par jour. Voici une discipline qui pourrait vous aider, le yoga du rire. Nous avons tenté l'expérience sur des journalistes de la rédaction à bonne distance. Et visiblement, ça marche. Le rire, c'est très bon pour le moral. Hein. C'est un antidépresseur naturel. Les hormones du bonheur arrivent assez facilement au bout d'un quart d'heure de rire en continu. Il faut donc le provoquer. Envie de te mettre à la couture, mais tu sais pas par où commencer. À chacun de trouver sa petite bulle de bonheur. Cette vidéo va peut-être pouvoir t'aider. Voilà, nouveau métier, professeur de yoga du rire. Quoi de mieux pour garder le moral que de satisfaire ses envies d'évasion ? C'est ce que nous vous proposons chaque soir dans ce journal. Sans partir au bout du monde, que diriez-vous d'une île entourée d'eau turquoise ? Direction la Croatie et l'île de Brač. Elle était déjà fréquentée par les Romains qui utilisaient la pierre blanche de l'île, unique au monde, pour bâtir de somptueux palais. Jean-Marie Bagayoko et Frédéric Mignard ont eu le plus grand mal à ne pas succomber. Ces couleurs ont fait d'elle l'une des plus belles plages au monde. Voici la Corne d'Or, une pointe de sable blanc, cernée par le vert des pins et une mer bleue turquoise. Ici, chaque jour est différent, chaque journée a sa couleur. C'est notre petit paradis en Croatie. Un petit Éden, situé sur l'une des 700 îles que compte le pays. Pour y accéder, nous avons d'abord navigué sur l'Adriatique. Depuis la ville de Split, il faut compter 40 minutes de traversée avant de voir l'île de Brač se dévoiler. Mais ce décor paradisiaque, ce n'est pas le seul trésor de Brač. Cette île de 15 000 habitants possède bien d'autres ressources. Vous allez découvrir pourquoi on la surnomme l'île marquée d'une pierre blanche. Direction la côte nord de Brač, à une dizaine de kilomètres, à vol d'oiseau. Ici, face à la mer, se trouve la plus grande carrière de calcaire de la région. En contrebas, des tronçonneuses géantes qui découpent d'énormes blocs directement dans la falaise immaculée. Ça, c'est un morceau brut. Il vient d'être découpé et il est prêt à être travaillé, poli et lissé. Vedran, contremaître, 30 ans de carrière et une passion familiale pour ces pierres naturelles. Depuis 5 siècles, ce sont elles qui donnent aux monuments du monde entier une blancheur éblouissante.
Du palais de Split qui attire des milliers de visiteurs, à la Maison Blanche à Washington, du Parlement de Budapest au mémorial de Vimy en France. Cette pierre blanche, vous ne la trouverez qu'ici. C'est notre fierté à Brač, mais aussi dans toute la Croatie. C'est vraiment une matière haut de gamme. De tous ces blocs, seule une petite partie, environ 15%, deviennent des pierres de taille. Les plus belles pierres blanches peuvent atteindre 1 000 € le mètre cube. Le reste sert aux travaux de construction et de remblai. Cette carrière emploie 200 ouvriers, mais la plupart des habitants de Brač vivent aussi de cet or blanc. Tailler cette matière exige une main sûre et des gestes adroits. Tu vois, il faut que ta pierre soit exactement en angle droit. Ça, c'est important. Depuis toujours dans cette école, les tailleurs acquièrent le savoir-faire dicté par la pierre. Ici, tu as 1 centimètre de trop. L'art et la manière d'apprêter le calcaire. Avec cette pierre blanche, vous pouvez tout faire. Prenez cette fontaine, par exemple. Elle a été sculptée avec tellement de précision qu'on peut y voir des contrastes de lumière. C'est le jeu du clair-obscur. Comme dans le tableau d'un peintre. Seule cette pierre blanche permet ça. Rosaces de pierre, colonnes, vases. L'atelier des apprentis ressemble à une fabrique enchantée. Plus tard, j'aimerais restaurer les vieilles églises, les monuments en péril. Ce serait ma manière d'aider mon pays. Et c'est bon de pouvoir se dire que mon travail restera pour toujours. En plus de sa pierre blanche et de ses baies secrètes, Brač doit aussi sa réputation à ses 500 000 oliviers et à ses milliers d'agneaux peu farouches que l'on croise partout. Cette viande est depuis l'Antiquité la spécialité culinaire de l'île. Laisse-les filmer, continue de travailler. Voici donc le vitalac et sa recette tellement particulière. Ça, ce sont les abats de l'agneau. Le cœur, les poumons, le foie et tout ça, on le mélange avec les tripes, les intestins et de l'huile d'olive. On fait cuire le tout pendant 1h30. Notre voyage à Brač s'achève sur ces sourires, sans masque, et sur l'image d'une île dont le charme et les lueurs du soir fascinent, tout autant qu'ils inspirent. Magnifique, je vous l'avais promis. Comme chaque soir, nous allons répondre à vos très nombreuses questions. Bonsoir ma chère Garance Pardigon. Bonsoir Gilles. Cette question tout d'abord, doit-on remplir une attestation, celle-ci, on la connaît tous, en plus de l'attestation permanente de l'employeur pour aller travailler? Non, c'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce document. Vous dispensez de remplir une attestation à chaque fois que vous allez et revenez du travail. Et c'est aussi la même logique pour une autre attestation permanente, l'attestation fournie par les établissements scolaires. Elle est suffisante pour aller chercher ses enfants à l'école. Je suis au chômage partiel. Est-ce que je peux accepter un petit boulot pour arrondir mes fins de mois? Oui, mais attention, vous avez une obligation de loyauté envers votre employeur. Donc concrètement, vous ne pouvez pas aller travailler pour son concurrent direct sous peine de licenciement. Sinon, côté revenu, ça peut être intéressant parce que rien ne vous empêche de cumuler salaire et indemnité de chômage partiel. Enfin, cette question, je ne peux pas prendre l'avion pour des raisons évidentes à cause du confinement. La compagnie aérienne doit-elle me rembourser alors qu'elle maintient le vol? Alors non, je crois que je vais achever ce téléspectateur, mais le confinement n'est pas considéré comme un cas de force majeure. Autrement dit, si le vol part sans vous, vous perdez votre argent. Alors rassurez-vous, en pratique, certaines compagnies font un geste. Par exemple, Air France qui propose le report gratuit de votre vol. Merci beaucoup Garance. Et puis évidemment, je vous rappelle le site sur lequel vous pouvez envoyer vos très nombreuses questions sur cette adresse mail. Le 20h vous répond @tf1.fr. Sur LCI, à 21h, une émission spéciale consacrée à l'élection présidentielle aux États-Unis. Rendez-vous sur le canal 26 et puis sur TF1, la météo d'Evelyne Delia. Votre série Alice Nevers, demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut et Anne-Claire Coudray à 19h45 pour l'édition spéciale et à 20h pour le journal. Je vous retrouve quant à moi lundi avec peut-être, qui sait, un nouveau président des États-Unis. Excellente soirée, bon week-end à vous. À lundi. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.